presque Oui, tu 25. peux y aller. Presque 25 à nous avoir rejoints ce matin, vous pouvez encore arriver et on va donc commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Et alors, on peut encore se le dire, hein, Sébastien, bonne année 2025, avec plein d'optimisme, de joie et de lucidité aussi. Peut-être qu'entre le pessimisme et l'optimisme, il y a une voie qui s'appelle la lucidité. Et on est dans un secteur où il faut être lucide, où on est aussi dans le réel et dans le concret. Ça peut aussi aider à surmonter bien des choses. Eddy Fougier, merci d'avoir accepté de nous parler, pas de te montrer, mais au moins de nous parler pour ce webinaire. On va passer une petite heure ensemble, comme le disait Sébastien, avec un temps de questions-réponses à partir de 9 heures, parce qu'on a aussi envie d'échanger. Je suis sûre que vous avez plein de questions à poser à notre sociologue, à Eddy Fougier. C'est vrai que alors, je vais être rapide et puis je rappellerai à la fin aussi du webinaire les rendez-vous du CIRPA parce que ça c'est important. On compte aussi sur vous au mois de février et on a plein d'annonces à vous faire. Eddy, avant de te présenter, je voulais juste faire un petit topo sur le contexte qui est un petit peu morose, hein, on ne se cache pas, que ce soit au niveau international ou franco-français, c'est pas très gai. L'année dernière, il y a eu cette crise agricole qu'on a observée, qu'on a essayé d'analyser au CIRPA aussi, puisqu'on avait consacré les journées de la communication agricole à cette crise agricole. Là, un an plus tard, on est tous un peu circonspects, j'ai l'impression, sentiment partagé. Où est-ce que ça va, à quoi ça va déboucher, quel est le moral des agriculteurs, le moral des communicants agricoles, n'en parlons pas. D'ailleurs, c'est le sujet de ce matin. Et puis en plus, on a un contexte politique et électoral et syndical qui en rajoute une petite couche, hein, puisqu'on sait que le monde agricole est non seulement sous tension, mais qui a en plus des élections de chambres d'agriculture qui se tiennent jusqu'au 31 janvier, jusqu'à demain. Et puis, on a tous noté, bien sûr, le grand rendez-vous agricole de l'année, qui est le Salon de l'agriculture et le SIAPRO puisque cette année, ce salon de l'agriculture, il propose aussi une édition B2B professionnelle dans le Hall 7.2. Je fais un petit peu de promo puisque c'est aussi un endroit, j'espère, où on va tenter d'être optimiste, constructif et donner, voilà, et de donner des pistes d'action aux agriculteurs. Eddy, je termine, je te représente juste très rapidement et puis on va embrayer sur ce sujet de la communication agricole optimiste ou pessimiste, comment le rester quand on est dans notre secteur, quand on travaille dans notre secteur. Tu es politologue et enseignant à Sciences Po Ex en Provence, l'Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines et à Audencia Nantes. Tu es également le créateur, tu vas nous en parler, de cette initiative de l'Observatoire du positif qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Ton dernier ouvrage qui est sorti cette année s'appelle Ne désespérons pas la France et les Français, édition de l'Aube. Il y a eu un succès d'estime pour cet ouvrage, quelques articles, dont une grande interview dans Ouest France. Et puis tu as un autre ouvrage, d'ailleurs, si tu nous donnes un peu l'exclu du titre, qui va paraître au printemps, au mai-juin 2025, et qui s'appelle Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal? Chez le même éditeur. Voilà, donc c'est le titre de ton prochain livre. Donc tu persistes et tu signes sur ce sujet de l'optimisme. Et tu nous en parleras. Et d'ailleurs, le précédent livre, Ne désespérons pas de la France et des Français, il a une petite histoire. Tu nous diras d'où est partie cette idée de livre, notamment avec Jean Viard. Et quand on a préparé le webinaire, tu m'as dit, moi, je suis pas fondamentalement un optimiste. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de partager des choses positives. Et dans le secteur de l'agriculture, tu as repéré évidemment et tu vas les partager avec nous des choses positives, des actions, des personnalités, des initiatives qui nous peuvent aussi nous inspirer en tant que communicants agricoles qui voulons garder la foi dans nos métiers, sans doute de plus en plus challengés, mais aussi de plus en plus passionnants. Voilà, j'arrête de parler parce que le temps passe et dit, ah, on t'écoute. Est-ce qu'on a philosophé pendant que tu faisais des tests de caméra sur faut-il trancher définitivement entre optimisme et pessimisme, à ton avis? Quelle est la voie entre les deux? Alors, la voix, ça va être vraiment le mot du jour, puisque on ne va pas me voir. Je suis absolument désolé. Mais la technique
Alors, il fallait être optimiste et là, en l'occurrence, je ne l'ai pas été et j'ai eu raison de ne pas l'être lorsque la caméra ne s'est pas allumée. Alors, merci au CIRPA de m'accueillir encore une fois. C'est toujours un grand plaisir. Je crois que la première fois que je suis intervenu, c'était en 2018, c'était pour parler d'agribashing. Et puis, Mhm. je crois en 2021, d'ailleurs sous l'égide de Vincent et de toi-même, Marie-Laure, pour parler Oui, de communication agricole. Et oui. j'en profite pour te remercier aussi d'avoir pensé à moi pour ce webinaire. Alors, sur la question de l'optimisme ou euh, du pessimisme, juste, je vais essayer avant de trancher, justement, tu me demandes de trancher, je vais essayer de euh, euh, repositionner un petit peu ce que je suis, parce que j'ai fait une interview il y a peu de temps pour une radio positive que vous connaissez Mhm. peut-être, qui Mhm. s'appelle RZN Radio et qui Joli. m'a qualifié de politologue devenu optimiste. Et bon, j'ai assumé le, la qualification, mais juste pour voir à peu près d'où je parle, j'ai vu il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, un post sur LinkedIn euh, de quelqu'un qui se qualifiait d'optimologue. Donc, c'était Mhm. un spécialiste, spécialiste de l'optimisme. C'est le secrétaire général de la Ligue des optimistes de France. Et je ne juge pas du tout sa posture, mais il est intervenu d'ailleurs devant la MSA euh, pour parler des bienfaits de l'optimisme et pour parler de la pensée positive. Euh, Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je me dis, et c'est là que mon positionnement est spécifique, je me dis, c'est bien de parler de pensée positive et des bienfaits de l'optimisme, mais dans le contexte actuel, et tu as bien fait de le mentionner, Marie-Laure, ça me semble difficile. Enfin, pour moi, il y a une déconnexion, parce qu'effectivement, euh, on voit des coachs, des consultants. Encore une fois, je ne suis pas dans une critique par rapport à leur pratique, Mhm. mais qui vont faire des séminaires de groupe où tout le monde va Mhm. lever les bras en disant c'est génial. Euh, mais en gros, ce sont des personnes qui vont bien, qui s'adressent à des personnes qui vont bien dans un contexte qui ne va pas si mal que ça. Et moi, ce qui va m'intéresser, effectivement, c'est d'essayer de connecter euh, et de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans la société et même dans le monde agricole. Et puis, effectivement, cette partie consacrée aux bienfaits de l'optimisme et aux bienfaits de la pensée positive. Et donc, c'est ça qui est assez compliqué parce que, effectivement, comment parler des bienfaits de l'optimisme, comment parler de la pensée positive, euh, alors que juste après, on va brancher BFM Télé Mhm. ou regarder ce qui se passe sur X. Enfin, pour moi, il y a une dissonance. C'est Mhm. pour ça que j'essaie de lier les deux. Et c'est la Mhm. raison, et j'en viens à la question que tu soulevais, c'est la raison pour laquelle moi, je ne cherche pas nécessairement à trancher entre l'optimisme et le pessimisme. Euh, Parce qu'il y a deux aspects là-dedans. Il y a effectivement le tempérament personnel. Euh, Personnellement, moi, je ne suis pas du tout un optimiste. Je viens d'un milieu, euh, je viens d'une région que tu connais bien, Marie-Laure, qui est le Vercors. Euh, Un dans lieu ma de jeunesse, on ne résistance. parlait que de la guerre, de la Mhm. résistance, Mhm. d'un village martyr. Bon, euh, gamin, quand je jouais dans la cour de mes grands-parents, je me cachais quand il y avait une voiture qui arrivait parce qu'on pensait que c'était les Allemands. Bon, Il y a un trauma quand je ne même, baigne hein? pas, Oui. je ne Mhm. baigne pas nécessairement dans une Mhm. atmosphère optimiste. Euh, Mhm. et les milieux professionnels dans lesquels j'ai évolué ne sont pas nécessairement, que ce soit la science politique, le monde agricole ou d'autres. Et en Mhm. général, je faisais toujours cette blague. Quand on faisait appel à moi, je disais que je me qualifiais plutôt de pierre de la faim. Vous savez ce que c'est qu'une pierre de la faim? Ce sont les pierres qu'on voit lorsqu'il y a des grandes sécheresses et avec des dates. Et les ancêtres avaient mis ces dates en disant, si vous voyez ces dates, c'est que la situation est très, très grave. Et en général, effectivement, quand on fait appel à moi, c'est que ça ne va pas ou on anticipe le fait que ça ne va pas aller. Donc, j'ai effectivement voulu faire évoluer, je suis peut-être devenu optimiste, comme le disait Herzen, parce que au moment de la pandémie, au moment du confinement, où je me suis dit, comme beaucoup d'entre nous, sans aucun doute, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire en sorte que la situation ne soit pas
dramatique, d'autant que je voyais dans mon entourage des étudiants ou dans mon entourage proche Mhm. des gens qui perdaient pied. Mhm. Et effectivement, mon réflexe a été de me dire, face à un afflux constant d'informations particulièrement anxiogènes, il faut, Mhm. d'une manière ou d'une autre, réagir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé petit à petit à publier des analyses ou des informations positives. Et donc, depuis maintenant le mois de juillet 2021, chaque jour, je mets en ligne sur X, ou ce qu'il en reste, des informations positives. Et puis, je publie de temps en temps des analyses. Et puis, ça m'arrive donc de publier aussi des livres C'est avec une c'est connotation optimiste. optimiste. C'est Euh, presque une thérapie pour toi, Eddie, que tu partages avec nous. oui, bah, je dirais il y a plusieurs aspects. Effectivement, le premier aspect, c'est qu'à titre personnel, le fait de me baigner dans des informations positives, parce que donc j'en publie une par jour, et en les programmant, bien évidemment, je ne le fais pas chaque jour, mais je sélectionne aujourd'hui, c'est un dixième des informations que je vois Mhm. que je sélectionne. Donc, ça veut dire que le, le nombre d'informations positives, contrairement à l'idée préconçue que l'on a, est extrêmement élevé. Alors Mhm. après, chacun va mettre le positif là où il a envie de le mettre, hein. Pour certains, par exemple, là, dernièrement, il y a eu, pour la première fois en Asie du Sud-Est, un mariage homosexuel. Pour certains, ça va être une évolution positive. Pour d'autres, ça va être quelque chose Mhm. d'anodin. Les taux de croissance de l'économie positive en Inde ou ailleurs, pour certains, ça va être une bonne nouvelle, pour d'autres, pas nécessairement. Donc, il faut toujours être prudent en la matière, mais en tout cas, les informations positives pullulent. Ça, c'est clair. Et c'est quelque chose que l'on n'a pas nécessairement spontanément en tête. Donc, ça, c'est la première dimension. Et puis, les autres dimensions, c'est qu'effectivement, euh, mon message principal, et j'aurai l'occasion d'y revenir, c'est de dire, OK, bien sûr, la situation est préoccupante. Mhm. Les menaces, les dangers, les vulnérabilités sont Mhm. omniprésentes, mais il y a aussi des évolutions positives. Il y a aussi Mhm. des choses qui s'améliorent. Il y a aussi des choses qui vont bien. Il y a aussi des sources d'espoir. Et n'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Moi, j'ai eu une discussion un jour avec Jacques Lecomte, qui a beaucoup écrit sur ces sujets-là, qui est un spécialiste de psychologie positive. Et à chaque fois, les journalistes qui l'interrogeaient lui disaient, oui, d'accord, vous avez ces discours positifs, mais il y a aussi toutes ces horreurs. Mais je pense qu'il faut penser, il faut faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire Mhm. qu'effectivement, il y a l'Ukraine, il y a Gaza, il y a Trump, il y a Musk, il y a le dérèglement climatique, il y a les interrogations sur l'IA, mais il y a aussi euh, des pays dans lesquels des maladies qui ont été particulièrement dévastatrices depuis des décennies, voire des siècles, sont en train de disparaître. Par exemple, en Géorgie, le paludisme qui a été particulièrement dévastateur depuis des siècles est une maladie qui a disparu. Bon, tout le monde s'en fout, mais ça fait partie aussi de l'actualité. Tu crois au progrès alors, Eddie? Tu crois encore au progrès avec un grand P? Non, pas nécessairement. Moi, encore une fois, j'essaie d'avoir une vision complexe de la réalité et une vision, comme tu le disais, lucide, c'est-à-dire regarder la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, et pour moi, euh, je reprends d'ailleurs la vision de quelqu'un qui est un chercheur à Oxford qui a écrit, qui s'appelle Max Rosser et qui a écrit, qui est le créateur d'un site bien connu maintenant qui est Our Data in the World. Euh, et ce qu'il dit, et je le reprends à mon compte, c'est qu'effectivement, il y a, et je viens de le dire, hein, le monde par beaucoup d'aspects est horrible. Je viens de corriger, là, j'enseigne, comme tu l'as dit, à Sciences Po Ex sur les conflits internationaux. Je viens de corriger des mémoires euh, qui sont extrêmement bien faits sur le Rwanda, la RDC, les viols de guerre, toutes les horreurs du monde. Et là, on se dit effectivement qu'on est particulièrement privilégié quand on voit ça. Oui, effectivement, le monde est horrible par beaucoup d'aspects. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'évolutions
qui sont positives. Je reviendrai tout à l'heure sur l'aspect, la difficulté pour le discours positif de passer. Mais effectivement, quand on regarde l'évolution de la pauvreté extrême, l'évolution de l'espérance de vie, l'évolution de l'accès à l'éducation, un certain nombre de grandes thématiques un peu onusiennes, on voit que les choses vont dans le bon sens, contrairement à l'idée que l'on se fait. Et puis quand on regarde effectivement des initiatives, il y en a tous les jours. L'autre jour, j'ai découvert une association en France qui s'appelle l'Association des trucs qui marchent. J'adore ce nom. Ce sont des élus locaux qui ont décidé de se mettre ensemble et puis de mettre en Mhm. lumière des initiatives concrètes. Mhm. Des gens qui sont mis D'ailleurs, autour d'une Eddy, table, qui ont ouais. retroussé leurs manches, qui ont essayé Ok. de résoudre des problèmes. Il y en a une foultitude comme ça, en On dit France souvent et qu'au niveau ailleurs. local, hein, il y a des choses positives qui se passent. Mais Quand on oui, va oui, mal, oui, on oui, revient oui. sur le territoire, le Et terroir. c'était vraiment le message de mon Mhm. livre sur la France en disant, OK, il y a des difficultés, Mhm. personne ne l'ignore, on le voit bien tous les jours dans les médias et ça ne s'arrange pas, ou sur les réseaux sociaux, mais à l'échelon des territoires et à l'échelon micro, il y a un nombre d'initiatives absolument Mhm. gigantesques. Et pour moi, j'ai Mhm. appelé ça une révolution silencieuse parce qu'en France, Mhm. effectivement, on a ce réflexe de dire les gens sont passifs, Mhm. ils sont râleurs, ils ne veulent pas de réforme et ils attendent tout de l'État. Non, Mhm. c'est plus le cas. C'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens se prennent en charge, que ce soit au niveau associatif, que ce soit des PME, que ce soit des élus locaux, que ce soit euh, des différents collectifs ou des agriculteurs, pour rester Alors, sur le sujet qui nous tu, intéresse. tu me Et tends une chacun perche. a décidé de prendre en charge un problème et quelquefois, et même la plupart du temps, ça marche. Et ça crée effectivement un enthousiasme et un dynamisme que l'on ne voit pas nécessairement dans les médias, dans les réseaux sociaux. Mhm. C'est Mhm. le Mhm. message que j'ai essayé de faire passer, Mhm. notamment à travers ce livre. De rendre visible tout ça. Alors justement, tu parles des agriculteurs, là je vois que l'heure tourne et je suis sûre qu'il va y avoir des questions parce qu'il y a 30 participants à ce webinaire. Alors sur l'agriculture, sur le secteur agricole qui est quand même fortement secoué, qu'est-ce qu'on peut dire aussi vers quoi on va et qu'est-ce qui peut être perçu comme constructif dans un secteur où on est vraiment très... C'est sans doute ce qui sauve aussi ce métier, qu'on est dans le concret, on est dans le réel. Finalement, on a les mains dans le cambouis, on n'a peut-être pas trop le temps de se poser des questions ou de déprimer. Enfin, quoique, il y a beaucoup d'agriculteurs qui dépriment. Et puis aussi une autre Oui, question pour nous communicants, mais j'en reviendrai après. Nous, communicants des mondes agricoles, on n'est pas des publicitaires, on n'est pas obligé d'être des bisounours et de voir la vie en rose. Et comment on peut faire notre métier bien, c'est-à-dire diffuser des messages, être pédagogique, informer. Voilà, donc c'est deux aspects que j'aimerais voir avec toi avant qu'on passe aux questions-réponses. Et dis, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'agriculture déjà? Je crois que tu as identifié dans l'agriculture, en effet, des initiatives positives ou des personnes je pense positives. qu'on peut appliquer ce que je disais tout à l'heure, cette vision complexe de la réalité à l'agriculture aussi. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, et on l'entend dans la bouche d'agriculteurs, on l'entend Mhm. sur les réseaux sociaux, on l'entend chez les porte-paroles des syndicats, la situation agricole est difficile. Euh, Mhm. et euh, euh, donc, la version agricole du monde est horrible. Euh, et, Ah non, mais ne nous dis pas également, ça, ne nous dis pas ça. Là. non, non, mais également, et c'est ça Mais, sur lequel j'insiste, j'attendais. il y a des choses qui vont bien. Euh, Quelquefois, on le reproche. Je me souviens, Étienne Fourmont, qui avait sur les réseaux sociaux, le célèbre youtubeur, agri-youtubeur, qui disait bah, finalement, moi, ça va bien. Il Oui, s'était fait il un n'est pas petit le seul peu, d'ailleurs. Ouais. il s'était fait un petit peu tirer les oreilles. Ouais, ouais, ouais. Non, non, Mais il y a un autre agri, c'est marrant que tu en parles, qui s'appelle, enfin, qui a partagé hier un tweet, il a même fait un thread en disant, nous, on est éleveurs, on est une quinzaine d'éleveurs et ça va bien. Et je le dis, ben et je oui, dis comment, pourquoi ça mais fonctionne. Donc, justement, effectivement, c'est et un on bon voit que, exemple. on voit que ça touche un tabou de dire Ouais. que ça va bien publiquement. Sans doute. Alors qu'en privé ou dans des cénacles un peu plus à huis clos, c'est un Ouais. discours que l'on peut entendre. Et puis, je dirais, Mhm. le troisième aspect, il y a aussi beaucoup de sources d'espoir, y compris dans les relations entre l'agriculture et la société. Donc, il faut prendre en compte ces différents aspects. Mhm. La difficulté, c'est ce que j'avais essayé de mettre en avant dans la note
que j'avais publié pour Agridé, effectivement, la difficulté, c'est que le discours qui était dominant à un moment donné est plutôt le discours syndical, et le discours Ouais. syndical est un discours plutôt victimaire, et qui Ouais. met l'accent effectivement sur les Mm. suicides, les 350 euros, les crises Mm. multiples, Mm. voire la question des critiques et donc de l'agribashing. Et donc, on a Ouais. Comme le discours politique d'ailleurs actuel, hein, qui est beaucoup ce dans le. bruit qui est très Ouais. négatif. Mm. Et après, quand on a une communication dite positive, Oui. ça paraît assez dissonant. Donc, c'est ça Ouais. la, la difficulté. Après, sur la question de la communication, euh, la- je pense il ne faut pas se concentrer uniquement sur le message. Mhm. Ce qui compte aussi en grande partie, et j'insiste toujours là-dessus, c'est le messager. Et on voit Mm. bien que, et c'est là qu'a été la force de structures comme France Agrituito et surtout des agri-youtubeurs ou des agriculteurs qui se sont investis massivement sur les réseaux sociaux numériques, c'est que là, ça n'était plus une parole institutionnelle, ce n'était Mhm. plus une parole officielle, syndicale, c'était une parole de simples agriculteurs sans aucune connotation négative. Et aujourd'hui, ce qui marche effectivement, c'est le pair à pair, le peer-to-peer. Mm. Et on le voit bien, effectivement, si on va sur tel ou tel site d'entreprise de distribution ou un hôtel, on va avoir le discours officiel, on va être assez suspicieux à son égard et on va regarder plutôt les commentaires euh, des internautes, des clients pour se faire une idée. Et effectivement, cette communication directe entre des agriculteurs et un grand public qui s'intéresse de près ou de loin à la question de l'agriculture est absolument essentielle. Pour moi, le messager est aussi important que le Mm. message. Mais les communicants agricoles sont des messagers en quelque sorte aussi. C'est- Oui, oui. Alors après, communicant agricole, c'est assez large. Oui. Ce sont des messagers, mais la difficulté, c'est que effectivement, ce sont des messagers de structures qui peuvent avoir une image d'une manière ou d'une autre qui est différente auprès du public. C'est clair. J'avais donné cet exemple, mais qui est assez symptomatique lorsque Sandrine Rousseau a parlé de la viande et du côté assez masculiniste que la viande Mm. représentait, tout le monde lui est tombé dessus en disant oui, mais c'est une écoféministe, c'est Sandrine Rousseau, on la connaît. Le même discours avait été prononcé quelques années auparavant par Arnold Schwarzenegger, Mhm. qui était considéré comme un symbole de la virilité. Et donc, c'était exactement le même discours. Donc, c'est vrai que le messager me semble absolument essentiel. Et donc, un discours positif véhiculé, je suis désolé pour certains d'entre vous, mais par des grandes entreprises de l'agrochimie, ne sera pas le même que si c'est Bien l'agence sûr, bio. bien sûr. Même si c'est un discours positif de Oui. même nature. C'est ça la Tout à difficulté. fait. C'est ça Bah, la surtout à difficulté l'ère que l'on des fait. réseaux sociaux et du culte de l'émotion, voilà, où on passe très Exactement, vite, exactement. on met On dans, il range y a tout le de bien, suite. le mal, le noir, le blanc. Et excuse-moi, Voilà. Eddy, je t'interromps, le tweet en question, si vous voulez aller le voir, parce que ça remonte le moral, c'est Antoine Thibault, c'est AgriSkippy, qui hier a fait son tweet en disant, hier en réunion, comparaison de nos résultats génétiques, nous étions 15 éleveurs et loin des postures syndicales actuelles, nous étions 15 éleveurs heureux, mais quel est donc notre secret? Et après, il déroule. Effectivement, il est vraiment dans le concret, il est dans le local, il est dans l'action et ça rejoint notre conversation. Effectivement, il a l'état d'esprit qui, à mon avis, est le bon, enfin, qui permet en Mais tout cas de s'en oui, sortir dans ce contexte-là. il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, encore une fois. Euh, Oui, il s'agit de voir la c'est juste. réalité de façon complexe Ouais. et deuxièmement, d'avoir toujours cette idée qu'il y a des solutions, même si elles peuvent être compliquées à envisager. Et à un moment donné, il faut passer à l'action pour mettre en œuvre ces solutions. Et c'est exactement le message que Ouais. Antoine semble faire passer. Antoine Thibault, ouais, ouais, 12 000 vues, retweeté 23 fois. Et Il faut ouais, voir les ouais. commentaires. Voilà. Et les commentaires. Oui, il y a aussi des commentaires à voir. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, Agriskippy, allez sur X le voir.
Ouh là là, il est 59, dis donc. Ça, on avance, on avance. Tu m'avais parlé de Anne-Cécile Suzanne. Je crois qu'elle fait partie parce qu'on a les personnalités, ça compte, hein. Bah, Antoine Thibault, c'est une personnalité d'ailleurs. C'est ces gens qui émergent un petit peu et qui essayent de ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs aussi. Tu parles d'Anne-Céline Suzanne. Tu l'avais identifié comme les 10 Français qui font bouger les choses. Tu peux Oui, nous alors, dire quelques je- mots le sur cette livre action? était structuré euh, autour d'une idée d'avoir une vue du ciel de la France en prenant du Mm, recul, justement. Tu parlais de l'émotion, tu parlais de ce mm, caractère assez chargé de cette mm. façon de voir les choses aujourd'hui. Manichéenne un Euh, peu. Ouais, ouais. voilà, donc dans un premier temps, c'est la première partie du livre, c'était un peu la France vue du ciel, et puis je voulais pas que ce soit quelque chose de hors sol, et on me dise Mm, que je ne vois que des statistiques, des moyennes émanant d'organisations internationales européennes. Et donc la mhm. deuxième partie du livre, c'était la France vue du territoire, et D'accord. avec cette idée de voir la réalité telle qu'elle est, pas nécessairement positive d'ailleurs, en mettant Mm, l'accent sur ce que j'ai qualifié de mur porteur, à savoir toutes les catégories sociales qu'on a redécouvert lors de crises, en particulier la pandémie, mm, qui font tenir le pays sans que ça se voit, sans être non plus valorisés. Les agriculteurs en font partie, bien évidemment, et c'est un peu le message aussi que les Français ont envoyé lorsqu'il y a eu le mouvement de contestation agricole mm, que l'on a connu au début de l'année 2024. Et là-dedans, j'avais identifié 10 initiatives parce que je voulais que ce mm. soit extrêmement concret 10 et 10 Français Français formidables, c'est ça? et que j'ai Mm, qualifié de Français mm, formidables en essayant de tenir compte de la diversité des professions, des âges. Il y a même une mm, centenaire ou des origines, enfin bon, sans faire de l'anti-Trump de base. Mais et là-dedans, donc j'avais voulu mettre l'accent sur une agricultrice avec un parcours très spécifique. Et Euh, résilient, c'est une résiliente, hein, Anne-Cécile Suzanne. Exactement, exactement. Mm, Mais quelqu'un qui, effectivement, n'avait pas nécessairement vocation, enfin, vocation peut-être par ses origines familiales, mais pas par son cursus scolaire et universitaire mhm, à reprendre la ferme mhm, familiale et qui, malheureusement, a été obligé de le faire compte tenu des problèmes de santé de son mhm, papa et de son décès, et qui, finalement, a trouvé sa place mhm, euh, mhm. dans ce monde-là. Et aujourd'hui est devenu effectivement pas une porte-parole, mais une figure Oui, importante, oui. notamment en s'exprimant dans la presse, et qui montre que l'image que l'on pouvait avoir dans certains milieux de Mhm, l'agriculteur des agricultrices a largement évolué et que l'on mhm, peut être diplômé de Sciences Po mhm, et agriculteur. mhm. Mais c'est intéressant parce que ça participe de cette nouvelle tendance où effectivement c'est les personnalités qu'on met en avant, leur parcours, comment elles sont résilientes, comment elles s'en sortent, et c'est ça qui est en train d'émerger aussi et de nous qu'on analyse et qu'on vit en tant que communicants agricoles, hein. Je parlais des influenceurs, je parlais euh, les choses ont fondamentalement changé en quelques années avec les réseaux sociaux et avec des agriculteurs qui prennent la parole, très bien. Et nous, dans ce contexte-là, eh ben, il faut qu'on se situe, il faut qu'on situe notre rôle. Et je le répète, hein, Eddy, tu es d'accord avec moi, le métier de communicant agricole, c'est pas d'être publicitaire. C'est pas vraiment d'être un bisounours qui voit la vie en rose. Il est de plus en plus nécessaire ce métier de communicant puisque il faut informer, il faut passer les messages, il faut utiliser les bons outils. Tu parlais d'IA tout à l'heure. Je sais qu'au CIRPA, c'est aussi un sujet cette année qu'on va traiter. Donc, il y a beaucoup de petites révolutions aussi dans nos métiers, dans nos professions. Tout à fait, tout à fait. Et je dirais, c'est à la fois un métier qui n'est pas simple, Mm, euh, parce que, mais en même temps, je dirais les fondamentaux sont plutôt bons. C'est-à-dire que mm, il est plus facile d'être communicant dans le monde agricole que d'être communicant dans des secteurs d'activité. Je ne sais pas, être communicant aujourd'hui chez Total Energy, ça ne doit pas être simple non plus, dans l'industrie du plastique t'as ou dans raison, des industries qui bien sûr. sont vues comme Mm, particulièrement soit mm, polluantes, soit mm, ayant un impact en termes mm, d'émissions de gaz à effet de mm, serre.
Donc, à ce niveau-là, et encore une fois, on l'a vu, puisque c'est à la mode, la question de confiance qui a été posée, entre guillemets, par les agriculteurs au début de l'année 2024 2024, ouais. a été très largement validée par les Français. Je me Oui, souviens de l'IFOP Mhm. qui Qui a fait un disait qu'il n'avait sondage. jamais vu un tel soutien dans l'opinion publique pour un mouvement social depuis le mouvement des infirmières en 1989. Enfin, c'était quelque Mhm. chose d'absolument inouï. Même chose à l'échelle des médias d'ailleurs, où effectivement, c'est intéressant. J'étais sur un plateau de télévision d'une chaîne d'information continue. C'est pas pour dire que j'étais là, mais et c'était au moment de l'affaire de Rungis, où la coordination rurale voulait s'en prendre à Rungis. Et on voyait que il y avait une partie des chroniqueurs, une partie des journalistes qui commençaient à analyser ça sous l'angle euh, de l'insécurité, de la violence. Et je me Mhm. disais, tiens, on va basculer dans une gilet jaunisation de la Mhm. façon dont les médias vont traiter le sujet. Et puis, il y a eu un, un journaliste sur place qui était avec les agriculteurs, qui était sur une autoroute et qui prenait un apéro avec eux. Et tout de suite, on a Mhm. rebasculé dans cette vision très positive Mhm. de ce mouvement. Mais effectivement, on était quelquefois à la lisière. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et Mhm. j'en veux pour preuve qu'il y a ce baromètre d'image des agriculteurs qui est publié chaque année depuis maintenant 25 ans, depuis Mhm. 1999. Et en moyenne, j'ai fait le calcul hier soir, la confiance des agriculteurs, c'est 75%. Alors, il Oui, y a des oui, hauts, il y a des oui. plus hauts, il y a des un petit peu plus bas, mais Oui. et le chiffre de novembre 2024, c'était 76%. 60, ouais, Euh, ouais, j'ai partagé dans le chat le lien vers le sondage parce qu'effectivement, c'est récent, c'est de novembre. Et effectivement, les Et Français puis, ont compris. ce que j'apprécie dans cette enquête, c'est que on pose toujours les mêmes questions sur la durée. Donc, on Ouais. peut analyser ça, c'est pas uniquement à chaud. Et donc, Mhm. qu'on le veuille ou pas, alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de critique vis-à-vis de l'agriculture et plus largement vis-à-vis de l'agroalimentaire, la chaîne de Mhm. production. Mais il n'empêche qu'il y a ce capital de Mhm. confiance Ok. qui est là. Il y a Ouais. cet intérêt des Français aussi pour les questions agricoles. Ça n'existait pas avant, Ça, c'est vrai. cet C'est vrai. intérêt pour les questions Pour de, nos métiers, de, c'est des signaux très forts, de très l'alimentation, encourageants. Ouais. de la question de la souveraineté alimentaire. Ça n'existait Ouais. pas. Et c'est Ouais. ce que je dis souvent aux agriculteurs. Mhm. Il y a 30, 40 ans, euh, personne ne revendiquait ses origines Mais, mais agricoles. même Il il y y a avait, il y 15 avait ou même une 20 ans. honte 15 ou sociale. 20 ans même, Eddy. Ouais. Il y avait une honte sociale Ouais. là-dedans. Il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Ok. Aujourd'hui, tout le monde le revendique. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé à Paris ou quand je faisais mes études, je ne disais pas que je venais d'un monde Mhm. rural ou agricole. Mhm. Mhm. Maintenant, Ça s'est je le mets en renversé. avant. Donc Ouais, ça, ça s'est il y a eu un renversé. basculement, qu'on le Tout veuille à ou fait. pas, Tout à en fait. la C'est ce que je matière. voulais que tu dises. Et, Ouais. et un autre aspect, là, et c'est là où il y a du travail pour les communicants agricoles, c'est qu'effectivement, quand on regarde les enquêtes, il y avait une enquête qui avait été faite en 2021 par BVA pour Agri Demain, où Ouais. on demandait aux gens leur connaissance sur les questions agricoles. Mhm. Et effectivement, ces connaissances sont extrêmement faibles. Mhm. Donc, il y a un besoin d'information, il y a un C'est besoin de ça. De pédagogie qui est pédagogie. Tout à aussi fait. Tout à fait. absolument essentiel. Ouais. Et, Ouais. et j'insiste aussi là-dessus, je suis un peu obsédé par ça, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui existent sur les perceptions et on s'aperçoit que les perceptions sont largement erronées sur beaucoup de sujets. C'est effrayant. Et sur les questions agricoles, elles le sont aussi, c'est-à-dire que non seulement les connaissances sont faibles, mais elles sont souvent fausses sur telle ou telle production, sous tel ou tel les niveaux de revenus, le positionnement commercial de la France, etc., etc. Donc Et, là aussi, il y a un travail très important à faire de pédagogie, d'information, même si on le sait qu'on se heurte quelquefois à des croyances et quand il y a une bataille entre les croyances et les faits, on sait qui gagne et à la fin, ce sont plutôt les croyances. Mais tout ça fait que non seulement la fonction de communicant dans ces secteurs-là est essentielle, mais il y a un travail, des marges de progression qui sont très, très importantes. Euh, Parce que et- entre la popularité, l'intérêt des Français et leur connaissance, il y a un gap très, très important. Ça me paraît assez évident.
Eh bien, justement, puisque l'heure tourne et qu'il est 9h08, qu'on a encore un petit quart d'heure, est-ce on peut se tourner, merci Eddy, vers notre public d'adhérents du CIRPA, de communicants agricoles qui auraient des questions à te poser. Mais merci Eddy pour cette première partie ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a Jérôme Josso qui nous a quittés, mais qui l'a dit qu'il faisait intervenir Yves de Montbron. Je ne sais pas qui c'est. Oui, Tu connais? C'est oui, qui? c'est l'ancien secrétaire général de la Ligue des optimistes. Ah, d'accord, d'accord. Et il le fait intervenir le 26 juin en Compiègne, sur Compiègne, pour parler optimisme devant des Ouais, entrepreneurs du territoire. Tu vois, ça ouais. rejoint ce que tu disais. Est-ce qu'il y a des C'est questions? un Oui? optimologue. C'est pas lui, mais il est pas loin. Et Vincent, Oui, à toi. bonjour à tous et bonjour Eddy et merci. Je voudrais juste évoquer tout l'intérêt de ce dont on parle par rapport au renouvellement générationnel auquel est confrontée l'agriculture. C'est-à-dire que c'est une responsabilité en fait de montrer ce qui marche euh, et comment ça marche bien, c'est-à-dire de ne pas dire il y a des choses qui marchent mais d'expliquer ce qu'on a fait pour qu'elle marche, parce qu'en général, pour que ça marche, il faut travailler. Et je me permets, juste pour ça, de vous conseiller d'acheter le livre d'Eddy. Ce que j'ai fait, je l'ai lu, et au-delà du discours que vient de porter Eddy, il donne des exemples extrêmement concrets de la façon dont on est arrivé à faire que ça marche. Parce que il y a du boulot derrière, il y a du boulot derrière ce que raconte Eddy, il y a du boulot pour faire en sorte que ça marche. Et c'est un premier point. Les jeunes générations, c'est absolument essentiel de les intégrer dans ce processus et de faire en sorte qu'elles y aillent. C'est aussi intéressant, ce fameux livre d'Eddy et d'autres, merci d'avoir cité d'autres références qui renvoient à l'optimisme, pardon, de le faire lire aux dirigeants d'entreprise, aux dirigeants de COP, aux dirigeants de divers et variés, de façon à ce qu'ils s'approprient une façon aussi de faire le récit de ce qu'ils font pour entraîner aussi des gens vers eux. Et je ne suis pas certain, alors tu évoquais, Eddy, la difficulté pour des acteurs du monde chimique, etc. Mais il y a aussi des choses intéressantes à raconter dans ce monde-là, parce qu'il y a de la R&D, parce que ces entreprises se transforment, et je pense qu'il faut qu'elles l'assument et qu'elles le disent, qu'elles assument d'un côté ce qui ne va pas et qu'elles expliquent pourquoi ça ne peut pas aller, pourquoi on peut s'interroger Mm. là-dessus. Et voilà. Mm. Pendant que j'en suis sur les jeunes générations, et je vais essayer d'être le plus court possible, je vous conseille vraiment d'aller au cinéma voir un film qui s'appelle Apprendre de Claire Simon, qui est sorti hier, que j'ai eu la chance de voir hier soir, et qui donne une patate incroyable et beaucoup d'optimisme parce qu'on n'arrête pas de voir des enfants. Enfin, on voit la façon dont les apprentissages se passent à l'époque. Voilà. Il faut donner des raisons d'y croire aux jeunes générations notamment, qui en plus n'attendent que ça pour s'engager Mm. avec leur style, avec leur combativité, avec leurs convictions. Et c'est bien de leur raconter, de leur parler de l'histoire. Il y a eu beaucoup d'argumentation dans le monde agricole et c'est parfaitement justifié, hein, sur le fait que au sortir de la guerre, on a demandé à l'agriculture de De produire, produire. Mm. etc., etc. Mais il faut bien savoir que pour un jeune qui a 25 ans aujourd'hui, le sortir de la guerre, ben, il faut ajouter par rapport à nos âges à nous 25, 30, 40, 50 ans. Donc comme si nous, quand nous avions 20 ans, on nous parlait d'un phénomène extrêmement important. Je ne dis pas qu'il faut Mm. le minorer, parce que l'histoire est très importante, et l'histoire de ce qui s'est passé il y a 80 ans en Pologne, par exemple, et en Allemagne, elle est majeure, elle est très importante. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas, Mm. il n'y a pas que ça. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Tu as raison de parler du cinéma. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle 20 dieux aussi qui est Un sorti et Dieu qui, magnifique. paraît-il, est formidable. Euh, merci pour ces commentaires. Une petite réaction. Sébastien, toi, tu as participé il n'y a pas longtemps et je vois que Mélanie est avec nous à cet événement Co-Farming Fest, rêve ou cauchemar, d'être agriculteur ou d'être communicant agricole. D'ailleurs, il était question de communication. Sébastien, tu peux peut-être nous en dire quelques mots?
En fait, on a beaucoup parlé de rentabilité pendant cette matinée. Mélanie, je te vois sourire. Et c'est quand même un des premiers enjeux de l'économie, c'est que chacun puisse vivre de son métier. Le revenu, le revenu, le revenu. Oui. Le revenu, le revenu, le revenu. Ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que, alors, petite pub pour le co-farming, c'est que quand même, on a réussi à mettre plusieurs profils différents Ouais. et y compris syndicaux dans la salle. Alors ça a peut-être crispé un peu certains, mais en tout cas c'était intéressant. Non, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a des enjeux de rentabilité parce que si en fait c'est là aussi un peu comme l'optimisme ou le pessimisme, le rêve ou le cauchemar, il faut sortir de ces je pense, de ces postures un peu hors sol et qu'il faut rentrer dans le concret. Donc, effectivement, si on dit à un jeune, tu vas dans un secteur où tu vas pas gagner d'argent et tu vas pas pouvoir payer ton loyer, ça va attirer personne. Mhm. Donc, il faut pas que ce soit un rêve. Il faut que ce soit concret et évidemment, mais comme aucun secteur d'activité, il faut que ce soit non plus un cauchemar. Enfin, ça me paraît évident. Donc effectivement, le revenu, c'était la base. Il y avait un vrai attachement et une vraie raison d'être. Et quel que soit, c'est aussi ce qui est ressorti en fait tout au long de la matinée, euh, la, la, la passion liée au service apporté C'est par ça. l'agriculture. Il y Donc avait une fille d'agriculteur, hein, Sébastien qui se lance dans la communication. C'est marrant ça. exactement, et qui a fait Moyen hyper sympa. qui a fait un post LinkedIn en disant que elle, son action était la communication. Et j'ai trouvé ça intéressant euh, que la communication était aussi un moyen d'agir. Ouais, ouais. La communication avec un grand C qui retrouve ses lettres de noblesse aussi, j'ai l'impression, en cette période compliquée. D'autres questions? Merci beaucoup, Sébastien, pour ce commentaire. Est-ce qu'on a des remarques ou des questions? N'hésitez pas, profitez-en, Oui, hein. Oui? j'avais une question. Oui. Alors, merci de On vous dit souvent présenter. que les Est-ce que vous pouvez Français. vous Oui, présenter, alors, s'il vous plaît? moi, Julien Beaufartigue. Ah, c'est Julien, pardon. Oui. Vas-y, Julien, vas-y. Oui. Donc, Julien Beaufartigue, donc Ouais, communicant agricole, on va dire, en recherche de nouvelles missions. d'accord. Oui, on dit souvent que la France a un rapport un peu particulier au pessimisme, qu'on est un pays qui a un décalage énorme entre sa propre vision et la réalité de ce Mm. qu'elle est par rapport à d'autres cultures. Mhm. Voilà, je vous laisse un peu le sentiment d'Eddie là-dessus. Sur est-ce qu'on est vraiment particulièrement pessimiste ou c'est notre propre pessimisme qui fait qu'on a tendance à se voir encore plus pessimiste qu'on est, quoi. Et dit, les Français, est-ce que c'est fondamentalement foncièrement des pessimistes? Alors, Merci, Julien. ben, je dirais que là, le cliché correspond un petit peu à ce que l'on voit. Même quand je vois des enquêtes internationales avec des graphiques, je regarde à la fin et je vois toujours les Français. On est effectivement, euh, il y a ce côté vu comme des râleurs et aujourd'hui vu comme des pessimistes. Il y a, il y a du vrai. Et toutes les enquêtes qui sont menées par l'Observatoire du bien-être, qui est rattaché au CEPREMA, enfin, c'est très sérieux, montre qu'à niveau de vie égal, un cadre supérieur français sera toujours un petit peu moins satisfait de son existence qu'un cadre supérieur néerlandais ou allemand. Mhm. Il y a cette dimension-là. Les explications sont très nombreuses, elles sont sans doute culturelles, elles sont sans doute peut-être aussi un peu économiques et sociales. Parler du revenu, il y a une spécificité française à ce niveau-là. On est un peu plus, alors les Européens sont en général souvent assez pessimistes, mais on est un peu plus pessimiste que les Européens. Et n'oublions pas, on parle d'atmosphère morose, mais quand on regarde les enquêtes menées sur euh, la perception de l'avenir, par exemple, dans beaucoup de pays, on est très optimiste. Dans les pays, notamment l'Asie émergente, l'impression que la situation s'améliore et que dans 5 ans, ça sera encore mieux, c'est quelque chose qui est assez dominant. Euh, Même y compris, là, je vais vous choquer, mais il y a une enquête qui a été faite dernièrement sur la perception de Trump. Et dans Oui. beaucoup de pays, la perception de Trump est plutôt positive. Euh, donc c'est ça qui est assez paradoxal, c'est en Mhm. Europe occidentale que la perception est la plus critique. Je reviens sur ce qui a été dit aussi notamment par Vincent et Sébastien.
Mais effectivement, l'un des enjeux clés aujourd'hui pour l'agriculture, c'est la question du renouvellement des générations. Et Hum, d'une manière ou d'une autre, l'un des objectifs en matière de communication, c'est de faire envie et d'attirer des vocations Mm. dans un contexte où le renouvellement des générations est loin d'être euh, euh, envisageable entre le rapport entre les départs et les arrivants. Et sans doute qu'il faut lier, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et je milite encore une fois dans cette vision qui consiste à regarder la réalité telle qu'elle est de façon lucide et à essayer de trouver aussi des solutions et du sens plus généralement, mais je pense que c'est ce que il faut aussi présenter aux jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, à savoir le fait de pouvoir en vivre d'une manière ou d'une autre, et donc le revenu en fait partie, mais dans un contexte plus large, parce que effectivement, on le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui permettent de vivre ou de bien vivre, mais au bout du compte, il n'y a pas de sens et ça aboutit à ce que certains ont appelé les bullshit jobs. Et l'agriculture ne sera jamais un bullshit job. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux et le discours des communicants est aussi essentiel pour mettre du sens dans une activité qui est difficile et qui, effectivement, en termes de revenus, est quelquefois plus compliqué que si on va travailler dans des secteurs de la finance ou de l'immobilier. L'agriculture ne sera jamais un bullshit job. Ça, c'est chouette. Et tu as bien raison de le dire, Eddy. Denis acquiesce. Une remarque encore de Vincent. Vincent. oui, pardon, j'ouvre mon micro. Juste, je me faisais la réflexion aussi de l'importance de rappeler le contexte dans lequel nous sommes actuellement, qui est à la fois un contexte, et d'encourager à s'intéresser au contexte dans lequel sont formulées les informations et les impressions qui conduisent à un biais négatif. Politiquement en France aujourd'hui, globalement, on fait le constat qu'il n'y a pas de majorité. Quand il n'y a pas de majorité, tout le monde s'exprime pour dire que ce que fait l'autre ne va pas. Et donc, il y a en ce moment un contexte politique qui fait qu'on est littéralement abreuvé beaucoup plus de critiques de ce qui est fait, et c'est normal. En fait, on est en période préélectorale et on est en période préélectorale longue. Donc, mais on n'a pas encore de message d'avenir, sauf des messages extrêmement simplifiés. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant lors des dernières prises de position et actions syndicales qui émanaient du monde agricole que certains médias rappellent le contexte des élections à venir. Et quand il y a une élection à venir, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à être visible et on va faire des actions. Simplement, il y a une démarche qui est électorale aussi dans ce sens. Maintenant, après ça, mais je pense que c'est important aussi pour nous de bien éveiller nos différents publics, et notamment les jeunes générations, au fait, quand on entend quelque chose, de se demander pourquoi on l'entend et qui s'est exprimé sur ce point. C'est majeur pour décrypter ce qui est dit. Euh, Juste par rapport à la notion d'optimisme, etc., je vous raconte juste une anecdote euh, en 30 secondes. Euh, une amie de ma fille qui vit aux États-Unis s'est demandé si elle devait en partir parce qu'elle attend un bébé et elle n'a pas des ressources considérables. Elle a trouvé finalement, et c'est une histoire de coût, hein, le coût d'un accouchement aux États-Unis est considérable. Et son amie était très contente d'avoir trouvé un moyen d'accoucher seulement pour 20 000 $. Donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que parfois, ça peut être utile De relativiser. de relativiser, de se comparer. On ne se rend pas compte à quel point on vit dans le paradis. Non, mais il y a effectivement beaucoup de difficultés, je ne nie pas, des situations de pauvreté, des situations encore plus dramatiques, mais au regard de ce qui se passe dans beaucoup de pays, et y compris dans des pays développés comme les États-Unis, on oublie ça. Moi, ma belle famille est dans l'Est de l'Europe et on ne boit pas l'eau du robinet, on fait attention quand on va aux toilettes, etc., etc. On oublie cet aspect-là.
et dans le nombre de pays dans lesquels, effectivement, on peut boire juste l'eau du robinet, un acte très concret, est très limité dans le monde. Donc, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on soit plus pessimiste qu'ailleurs, alors qu'on ne se rend pas compte à quel point on vit dans une situation extrêmement privilégiée, sans avoir une culpabilité à la matière d'une manière ou d'une autre. Et je rebondis aussi sur ce que dit Vincent. Pour moi, la difficulté aujourd'hui de nature politique, c'est effectivement la prédominance d'une vision, ce que on appelle en sciences politiques le pessimisme sociétal, l'idée que la société est en déclin, l'idée qu'il n'y a plus rien à faire, l'idée que tout est foutu, hein. Il y avait une phrase dans une chronique de Pascal Praud qui disait, je crois que cette fois c'est foutu. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça aboutit globalement à un sentiment d'impuissance. Ça a un impact, on le voit maintenant dans les enquêtes et dans les témoignages sur la fertilité, sur la natalité. Et surtout, c'est un type de discours qui va amener beaucoup de personnes à voter pour les mouvements populistes. Donc, pour moi, mettre l'accent sur ce qui est positif, c'est aussi un engagement de nature politique, paradoxalement. Et là-dedans, il y a une autre dimension sur laquelle je veux insister, c'est effectivement la difficulté du discours positif et des visions positives d'être crédible d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent, le messager de discours positif, ce sont des acteurs, les gouvernements, les institutions internationales, les grandes marques, les grandes entreprises, les institutions européennes qui ne sont pas nécessairement vues comme crédibles aux yeux du grand public, et parce que aussi, qu'on le veuille ou pas, quand on regarde quelqu'un comme Steven Pinker, par exemple, qui est l'un des grands papes du positif, il met l'accent sur des sujets, et je le fais moi-même, hein, sur des sujets autour de la pauvreté dans le monde, de l'accès à l'éducation, des maladies dans les pays pauvres. Mais ça, ce sont des sujets qui n'intéressent pas les gens. Et les sujets qui intéressent les gens autour de la sécurité, autour de l'immigration, autour du pouvoir d'achat, autour de la vie quotidienne, bah, ce sont des sujets sur lesquels, effectivement, l'évolution n'est pas toujours positive, premièrement, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, les perceptions erronées sont particulièrement fortes. Particulièrement fortes. Il y a une enquête récente qui a été faite euh, par Ipsos où on demande aux gens quelle est pour vous la part des migrants ou la part des musulmans dans la population nationale. En France, pour les musulmans, les Français pensent qu'il y a 28% de musulmans en France. Les chiffres tels qu'on les connaît, c'est à peu près 8,5%. Et quand on est sympathisant du Rassemblement national, on est plutôt aux alentours de 45%. Donc, les sympathisants du Rassemblement national pensent qu'il y a 45% de musulmans dans la population française. Donc, donc je pense qu'il est très important, d'une manière ou d'une autre, de lutter contre ce pessimisme sociétal et de faire en sorte de réhabiliter d'une manière ou d'une autre le discours positif et Ne, la vision ne positive. comptons pas sur les C'est pas politiques simple. pour le faire, hein. Parce que quand on voit les derniers discours, on a tendance à mettre de l'huile Oui, sur le mais feu, j'ai l'impression maintenant. Mais c'est ce que tu disais, parce que le il y a, contexte. Ouais. mais parce que effectivement, la plupart des acteurs que l'on voit dans l'espace public ou sur les Les réseaux politiques, sociaux ouais, euh, ont intérêt à développer un discours négatif. absolument, C'est-à-dire, si on est dans absolument. l'opposition, si on est un syndicat, si on est une Ouais, association, ouais. si on est d'une manière ou d'une autre, et on l'a bien vu à une époque où Action contre la faim avait développé un discours très, très négatif vis-à-vis de l'agriculture, à tort ou à raison, Mhm. mais ils étaient dans la logique de Ouais. fundraising, Mhm. de trouver des fonds. Et donc, ça fonctionne. Et effectivement, aujourd'hui, on a certains parlent des ingénieurs du chaos, d'autres parlent de la pédagogie de la catastrophe, enfin, une Mhm. expression assez en considérant, et on le voit bien sur le climat, en se disant, plus ça va être catastrophique, c'est plus l'éveil des consciences va se faire. Non, ça ne marche Non, pas comme ça. non, Et non, on non. voit à tel point aujourd'hui que dans les enquêtes, plus il y a de catastrophes et moins l'inquiétude est importante. Donc, c'est pas du déni, c'est pas du scepticisme. On a du mal à expliquer ça. Donc, c'est le pessimisme ambiant qui est nourri par différents acteurs, par différents biais négatifs, pour moi, est très dangereux. C'est aussi les raisons pour lesquelles j'ai voulu m'investir sur ces sujets-là.
Mhm. Ok, ok. Ben, je vois qu'il est 9h28. On va devoir, pardon, se quitter prochainement. Est-ce qu'il y a encore une toute petite question ou pas? Non, c'est bon. Je pense que je vais... euh, Vincent, alors très vite, très très vite. Donc, extrêmement rapidement, je pense que déjà concrètement, ce que nous pouvons faire, enfin, chacun connaît les mécanismes des réseaux sociaux et de LinkedIn notamment. Alors, comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis assez fan de ce que produit Eddy, entre autres. Il y a d'autres personnes qui s'expriment sur ces terrains. On peut, à notre niveau, diffuser, encourager et diffuser ce qui est produit par Eddy. Alors, peut-être que vous le savez tous, mais il publie assez régulièrement des choses sur LinkedIn. Et pour que ça marche, en fait, d'une part, c'est intéressant c'est les mêmes mécanismes que pour tout le monde, de réagir aux publications, peut-être au-delà d'un petit pouce et de dire bah, OK, super, parce que LinkedIn va considérer que là, il se passe des choses et amplifier la visibilité. Et il y a énormément de contenu très documenté qui est par ailleurs produit à la fois par Eddy et l'Observatoire Du positif. du positif, l'Observatoire du positif. Et c'est très encourageant. Tu l'as compris, Eddy, on a un membre de ton fan club là qui s'exprime, hein. Oui, 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 non, mais je le sais, je l'en remercie publiquement. Et il fait partie effectivement des fidèles depuis le début. Merci, Oui, merci oui, mais Vincent. c'est extrêmement utile. Enfin, je pense que c'est très évident en fait qu'on a intérêt à aussi diffuser ça. Merci à toi. Mais, merci Vincent. Et ton prochain livre, Eddy, donc pourquoi pense-t-on que le mal va, que le monde que le monde va de plus en plus mal, et non pas que le mal va de plus en plus monde, ça pourrait presque le faire, mais non, c'est ça. Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal et très très vite? Alors avant qu'on se quitte, on vous libère, promis, promis, les 9h30, on vous libère. Je rappelle juste un grand merci à tous déjà d'avoir assisté, vous étiez une trentaine, et merci beaucoup Eddy, merci à celles et ceux qui ont réagi, qui ont posé des questions. On vous donne rendez-vous, nous, au CIRPA, dès le mois de février, parce que le mois de janvier se termine. On a plusieurs rendez-vous, je les mentionne très rapidement. Le 25 février à 17h30, il y aura un temps CIRPA, l'apéritif du CIRPA avec le co-farming, hein, Mélanie, sur le stand des banques populaires à 17h30. Donc notez-le bien, c'est le 25, c'est un mardi. Donc c'est pas pendant l'apéro de la coopération agricole, on a fait attention. Venez nombreux et on aura un temps d'échange, hein. C'est pas seulement on boit un coup et on se fait de la bise, mais on a aussi, j'espère, la venue d'un invité. Où on a une discussion sur nos métiers, sur la communication. On est en train de vous organiser ça. Le 27, toujours au Salon de l'Agriculture, on a Agrostrophe le 27 février à 15h sur le stand de la coopération agricole. C'est l'édition numéro 3. On va recevoir d'ailleurs Timothée Dufour notamment et Éric Delachesnée pour leur dernier ouvrage. Et il y aura d'autres auteurs invités. Venez nombreux, venez nous écouter, c'est sur le stand en direct. Et j'aurai le plaisir d'animer cette agrostrophe avec Denis Le Châtelier. 17h45 le même jour, bah, c'est les CIRP Awards qu'on ne présente plus. Ça fait 10 ans que ça existe d'ailleurs. J'ai vu qu'on fêtait les 10 ans des CIRP Awards 2025. Vous pouvez encore candidater si vous avez un stand. N'hésitez pas à en parler à vos clients, à vos partenaires, voilà, à vos prospects. Ils peuvent candidater et être valorisés sur leur stand cette année. Et donc, la remise est toujours sur le stand porcin, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. On a aussi les trophées de la résilience. Alors, malheureusement, j'ai pas le jour exact, mais le CNRA organise les trophées de la résilience et le CIRPA est partenaire. Vous verrez l'information passer prochainement. Voilà. Et puis, surtout, réadhérer au CIRPA si ce n'est pas encore fait. Je vais Euh, le dire. hein, n'est-ce pas, Luc? Réadhérer au CIRPA, c'est très important. Rejoignez le réseau, Tout à participez fait. aux événements, à nos groupes de travail. Vos idées sont les bienvenues aussi. Ça y est, j'ai terminé. Il est 32. Mais merci beaucoup. Merci Merci. à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Merci Sébastien. Très bonne